Daniel, pour ton segment de l'émission, on avait comme plan d'aller tourner à Anjou-sur-le-Lac, mais à cause de la pluie, on a dû changer nos plans et on se retrouve, heureusement, dans un magnifique lieu, c'est-à-dire au marché des Halles d'Anjou, pour parler justement d'histoire. Oui, je vais te parler un peu d'histoire. En fait, Anjou a été fondé en 1956. C'est la séparation entre deux paroisses, la paroisse Saint-Léonard de Port-Maurice et la paroisse Longue-Pointe. C'est la paroisse Saint-Léonard de Port-Maurice qui est devenue Anjou. Notamment, à cette époque, il n'y avait pas de transport en commun. Et il y a un agriculteur, Jean Vanier, qui a décidé de convertir un camion en autobus. Il appelait ça la Saint-Léonard Transport, mais il y avait un seul autobus. Et cet autobus-là amenait les gens sur la rue Sherbrooke pour leur permettre de prendre un autre autobus pour aller au coin de Sherbrooke et Pineuf, juste en face du Jardin botanique, pour aller rejoindre le tramway, le fameux tramway. C'est juste en 1966 que la STM, la Société de transport de Montréal, a pris la relève, dans le fond, pour le transport en commun qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment fascinant, toutes ces petites histoires, ces petits bijoux d'histoire en lien avec le quartier. Vraiment. Mais Anjou s'est vraiment formé, ou en tout cas le visage qu'elle a aujourd'hui, à cause de 3 projets majeurs. Oui, il y a 3 projets importants, dans le fond, qui ont permis le développement économique et social, je dirais, d'Anjou. Le premier, c'est l'échangeur Anjou. L'autoroute 40 et l'autoroute 25, évidemment, 2 axes super importants qui ont facilité l'accès et qui étaient évidemment très stratégiquement bien placés. Le deuxième projet, c'est en 1968, c'est la construction du fameux centre d'achat, les Galeries d'Anjou. À l'époque, c'était le plus grand centre d'achat du Québec. Puis ça a changé un peu les habitudes de consommation parce que les consommateurs pouvaient aller sous un même toit puis ils retrouvaient une multitude de magasins. Je vais te faire une petite confidence, Violaine. J'ai déjà travaillé aux Galeries d'Anjou quand j'étais étudiante au cégep, mais je te rassure, pas à l'ouverture en 1968, mais en 1976, quand ils ont ouvert la nouvelle aile. Puis le dernier projet majeur, c'est la création du parc industriel. C'est un immense parc industriel. Il y a plus de 600 entreprises et c'est considéré comme un des plus grands parcs industriels de l'Est de Montréal. Donc, Anjou est séparé, il y a différents quartiers. Il y a le vieux Anjou, le nouveau Anjou, des Roseraies et depuis dans les années 80, il y a évidemment le magnifique Anjou-sur-le-Lac. Donc, on l'entend, Anjou, c'est quand même un quartier qui est relativement jeune. Oui. Alors, au niveau patrimonial, est-ce qu'on a des traces un peu, des vestiges du début de sa fondation? Bien, étant donné que c'est une ville quand même assez jeune, il n'y a pas vraiment de bâtiments ou d'édifices patrimoniaux. Il y a 2 petites maisons, par contre, rurales qui datent des années 1900. Il y en a une qui est sur la voie de service de la 40, tout près de Ray Lawson. Puis l'autre est sur la voie de service de l'autoroute métropolitaine, tout près de l'Angelier. Donc, c'est vraiment des maisons de l'époque. Mais par contre, il y a une église, l'église Notre-Dame d'Anjou, qui a été construite en 1959, qui est une église qui a une valeur patrimoniale. Puis elle est considérée comme une des 15 plus belles églises contemporaines de Montréal. J'ai d'ailleurs rencontré l'historien William Gaudry, qui va nous parler un petit peu plus de l'histoire de cette église-là, de la construction, de l'architecture, parce que tu vas voir, c'est une architecture assez particulière, et de la place de cette église-là, dans le fond, dans la communauté. Ça va être fort intéressant, j'en suis sûre. L'église Notre-Dame d'Anjou, où est-ce qu'on est situé présentement, fait partie des plus belles églises modernes à Montréal. Donc, son architecture en forme de minaret, là, en forme de spirale, lui donne vraiment des caractéristiques très, très distinctives. La façon que les fenêtres sont conçues aussi, les vitraux. Donc, rien n'est laissé au hasard. Donc, à l'époque, c'est très, très différent comme style d'église. Et ce qui fait en sorte que l'église Notre-Dame d'Anjou est un joyau du patrimoine architectural moderne à Montréal. L'église prend forme vraiment dans le cœur du nouveau Anjou, de ce qu'on appelle à l'époque. Parce qu'il faut distinguer le vieux Anjou, donc qui était plus aux alentours des rues Baldwin, Desormeaux et Mousseau. Donc, cette partie-là d'Anjou est créée dans les années 1930. Donc, on y retrouve à l'époque beaucoup de chalets. Donc, c'est pas vraiment une ville à proprement dit. Tandis que dans les années 50, plus dans le prolongement d'un projet domiciliaire qu'on retrouve dans Tétroville, dans le quartier voisin de Tétroville, le même promoteur va s'associer au futur maire d'Anjou, Ernest Crépeau, pour développer la partie d'Anjou qui est encore à des fins agricoles ou qui est en friche depuis plusieurs années. Donc, dans les années 50, tout ça prend forme ici dans les rues du Mail, Chénier, Yves-Prévost. Dans ce contexte-là, les promoteurs vont vouloir créer une église pour desservir la population avoisinante. Et tout en collaboration avec le maire Ernest Crépeau et également l'archevêché de Montréal.
vont acheter un terrain ici, des Frères de la Charité, donc à rabais. Il faut comprendre, à l'époque, les nouvelles églises ont besoin aussi de vastes espaces de stationnement, donc ça a une influence sur la localisation de l'Église. Dans ce contexte-là, l'archevêché va permettre à la nouvelle paroisse, qui est fondée en 1959, d'embaucher l'architecte André Blouin. L'Église ici, elle est ouverte au culte en 1962, à l'été 1962, et inaugurée plus tard dans une cérémonie qui se veut quand même assez modeste, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs églises qui sont érigées en même temps, au même moment, partout à Montréal. L'Église Notre-Dame d'Anjou, comme toutes les églises à Montréal ou au Québec, joue un rôle crucial dans la vie sociale et communautaire des quartiers ou des villages. Donc, vous avez toujours remarqué que les églises, peu importe où est-ce qu'on est situé, sont toujours localisées vraiment de façon stratégique dans un village ou dans un quartier. Ici, la localisation de l'église est due notamment au terrain très abordable qui est offert par les Frères de la Charité, donc responsable de l'école de réforme Mont-Saint-Antoine, qui est dans le prolongement direct de l'église Notre-Dame d'Anjou. Et l'église joue un rôle très important parce que c'est ce qui permet aussi à l'époque, même au début des années 60, une certaine forme de cohésion sociale, une vie de quartier. Autour de l'église gravite toute la vie sociale à l'époque. Les clubs d'âge d'or, les clubs de femmes, les chevaliers de colons, les levées de fonds, les tombolas, toute la vie de quartier est orientée autour de l'Église. Bien entendu, la société québécoise se développe à l'époque, elle se modernise, elle a tendance, avec le temps, à s'éloigner de la pratique. Mais même si les familles s'éloignent de la pratique, l'Église demeure un point de référence pour la vie communautaire et sociale des quartiers. Daniel, pour parler de culture, bien, on est à un endroit vraiment très propice, c'est la bibliothèque Père-Ambroise. Et quand on se promène un peu dans le quartier, on voit vraiment que les arts de la scène ont vraiment leur place dans le quartier Centre-Sud. Vraiment, c'est incroyable le choix qu'on a au niveau culturel. Juste dans le secteur, on a plus d'une quinzaine de salles où on présente des arts de la scène. On n'a qu'à penser à la salle Olympia sur Sainte-Catherine qui a été construite en 1925. C'est une véritable institution. Il y a également l'espace libre sur la rue Follum, qui est une ancienne caserne de pompiers. C'est vraiment magnifique. C'est un joyau architectural. Il y a également le cabaret du Lion d'Or avec son style art déco. Il y a l'usine C, il y a le théâtre Prospero. Donc, il y a une multitude de salles disponibles. Mais ce qui est particulier ou de caractéristique, c'est souvent des salles un petit peu plus petites où on présente aussi des spectacles un peu plus, je te dirais, audacieux, avant-gardistes. On présente du théâtre expérimental, des spectacles multimédia. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, évidemment, il y a la Maison de la culture Janine Suto, qui est magnifique, qui, juste eux, offrent par année 150 événements, que ce soit des concerts, des expositions. C'est des événements qui sont gratuits. Donc, tu peux passer une année complète, tu dois être occupé toute l'année, avoir des spectacles juste dans le quartier. Exactement. J'ai entendu pour la première fois La Cité des Ondes. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça y est, on vient de sortir un nouveau film de science-fiction, mais c'est pas ça du tout, là. Non, je te rassure, okay. Je te rassure. En fait, à l'époque du maire Jean Drapeau, dans les années 50-60, il voulait regrouper tous les médias dans un même secteur. Donc, on retrouve essentiellement, là, à proximité, la nouvelle maison de Radio-Canada, Télé-Québec, TVA et même Ma TV sur Alexandre-de-Sèvres. Il y a même des stations de radio comme Rouge FM, Chaume. Donc, les médias font vraiment partie, je te dirais, de l'identité même du quartier Centre-Sud. Et quand on parle des arts visuels, je pense que le quartier aussi offre aux gens, bien souvent gratuitement, de voir des magnifiques œuvres juste en se promenant dans le quartier. Oui, moi j'ai fait une belle découverte sur la rue Ontario. Il y a des murales en mosaïque qui ont été créées par l'artiste Laurent Gascon. Et ça représente des artistes québécois, que ce soit Janine Suto, Yvon Deschamps, Pauline Julien, Marjo, Jerry Boulet. Et c'est la Société de la promotion des arts gigantesques de Montréal qui font la promotion. Donc, eux autres se sont donné comme mission un peu d'honorer les artistes québécois. C'est sur 5 km, donc tu peux le faire à pied ou en vélo, et ça te permet de voir toutes les murales. C'est vraiment magnifique, c'est une belle activité à faire.
Et pour tous ces artistes-là, les artisans, est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les soutient et qui va les promouvoir? En fait, sur la rue Parthenay, c'est plus un regroupement. Il y a 3 édifices. Il y a l'édifice La Coop Les Arts, qui est une coop d'habitation pour les artistes. Et eux ont leur propre galerie d'art qu'on appelle la Chaufferie. Et tu as l'édifice Grover et l'édifice Le Chat des artistes. C'est plus des ateliers. Okay. Et j'ai rencontré à cet effet France Parenteau, qui est responsable de la virée des ateliers, qui va nous parler un petit peu plus de l'historique de ces 3 bâtiments, des projets actuels et des projets futurs. Et j'ai eu la chance d'aller visiter 2 ateliers où j'ai vu des artistes en pleine action. Vraiment intéressant. On y va tout de suite. Oui. Merveilleux. Merci. Merci. Bienvenue à l'Espace V. C'est à la Groover. Alors, c'est un espace qu'on a créé. C'est un projet pilote sur 6 mois. Donc, vous avez à l'arrière des exposants, dont M. Jean-Claude Poitras, qui était notre porte-parole, pour la virée des ateliers du printemps 2022. Donc, la virée des ateliers, ça a commencé ici à la Groover en 2009, avec à peu près 10 artistes et artisans qui avaient atelier ici et qui se sont dit, pourquoi qu'on n'ouvrirait pas nos portes? Dans le fond, c'est qu'ils invitaient leurs amis, la famille, et ça a fonctionné. Puis 2 ans plus tard, bien, ils l'ont refait, mais là, plus en diffusant un petit peu plus large. Donc, c'est devenu un événement culturel annuel pour la métropole. Ensuite, ils ont créé leur organisme à but non lucratif en 2014. Et c'est là qu'ils sont allés chercher le Chat des artistes, qui a 45 ateliers quand même. La Coop Les Arts, qui a 35, c'est des logements, mais ils ont leur atelier à l'intérieur. Puis ici, bien écoute, on peut dire qu'il y a à peu près 200 artistes sur 4 étages. Fait que ça faisait beaucoup de monde dans un petit coin de Parthenay. Les Arts, la Coop s'est construite en 2005-2006. C'est une ancienne usine où ils faisaient des épingles. Puis en 1960, ça s'est arrêté. Ils ont rénové pour faire des résidences ateliers. Donc, il y a 35 artistes. Il faut que tu sois artiste pour appliquer là. Le Chat des artistes peut être pas mal n'importe quoi, mais c'est plus en cinéma, en art visuel, en métier d'art. Ici aussi, la même chose. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui arrivent là. Mais ça, c'est plus face à l'espace public. Oui, mais il n'y a pas juste ça, c'est qu'ils appellent ça écran art. Il va y avoir 2 écrans, il va y avoir la diffusion des artistes de la Groover, du Chat, de la Coop Les Arts. Ça va être du vidéo d'art et aussi de la photographie, mais qui va être diffusée 24 heures sur 7. Il y a l'arrondissement Ville-Marie, qui est notre collaborateur, très grand partenaire. Il y a les Voies culturelles des Faubourgs, qui est aussi notre très grand. Ça, il faut le dire, parce que c'est vraiment eux qui nous aident financièrement et qui nous supportent dans ce beau projet. C'est vraiment, ça va être très beau, ça va être vraiment le fun.